Donc je travaille à l'RTBF. Moi je viens de Mons à la base, j'ai fait mes secondaires ici un peu plus loin au Sacré-Cœur. J'ai fait mes 3 premières années d'UNIF à l'UCL Mons, maintenant ça s'appelait les FUCAM à l'époque. J'ai fait information et communication. Puis j'ai fait mon master en journalisme à Louvain-la-Neuve. Et en fait j'ai commencé tout de suite à travailler pendant que j'ai fait mes stages ici à Mons, d'abord à TéléMB et puis à la radio Vivacité qui est aussi à Mons. Donc j'ai travaillé à la fois en radio et en télé. J'ai travaillé pendant 10 ans, je pense, à TéléMB. Je faisais des piges le week-end, des reportages télé. Et puis très vite, j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, pour le Doudou à TéléMB, je faisais tout ce qui était direct. Je couvrais tout l'événement, toutes les festivités en direct sur les réseaux sociaux. Je faisais des stories, des vidéos. Et en fait, à la RTBF, quand j'ai commencé, les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment. Les médias ne se positionnaient pas vraiment sur les réseaux sociaux. On était très fort en radio, en télé, et on ne savait pas trop quoi faire de ces nouveaux médias qui émergeaient et sur lesquels les gens commençaient à s'informer aussi. Et donc en interne, à l'RTBF, on a commencé à créer des métiers aussi autour de ces réseaux sociaux pour essayer de trouver une manière de faire des bonnes vidéos, des vidéos d'information aussi. Moi maintenant, je suis responsable de l'équipe réseaux sociaux RTBF Info. Donc je ne sais pas si vous suivez RTBF Info sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression de vous informer sur les réseaux sociaux ? Comment vous vous informez sur les réseaux sociaux ? On peut par exemple s'informer avec des articles qu'on peut trouver ou des recherches sur Google et aussi des vidéos. On cherche un tel type de vidéo par exemple, je sais pas, sur une inondation. On cherche et il y en a quelques-unes et voilà. Et par exemple, vous êtes sur quels réseaux sociaux ? Moi je regarde sur Google et YouTube. T'es pas sur Insta, Facebook ou TikTok ? Non, je me méfie. Enfin, j'y crois pas trop quoi. Tu es sur ces réseaux-là ou tu n'étais pas du tout inscrite sur ces réseaux ? Juste sur Insta et un petit peu Facebook, si pas le reste, j'utilise pas. Et les autres, vous êtes sur quels réseaux sociaux ? Il y a aussi TikTok où on suit beaucoup avec Hugo Décrypte. Par exemple, il y avait aussi les élections aux États-Unis qui nous a bien fait suivre. Après, il y a aussi Instagram, mais bon, la plupart des informations qu'on suit, ça peut totalement être juste une information qui fait pour divertir, c'est pas forcément vrai, donc ça dépend. Et donc c'est ça la grosse difficulté sur les réseaux sociaux, c'est que la RTBF c'est un service public et de plus en plus tous les médias n'ont pas le choix que se tourner vers les réseaux sociaux pour informer aussi parce qu'il y a des influenceurs qui informent, il y a des tas d'informations qui circulent via les réseaux qui sont pas toujours vraies, donc c'était vraiment important pour une entreprise comme la RTBF, mais comme tous les autres médias, en fait, de trouver sa place aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, l'équipe dans laquelle moi je travaille, elle est assez récente. Ça fait que 4 ans qu'elle existe. Elle s'est créée vraiment après le Covid. Et donc, suite à ça, on a pu créer un compte Instagram. On s'est aussi lancé sur TikTok. On a créé un compte qui s'appelle Mise à jour sur TikTok, lié à l'info RTBF. Et donc, c'est une réflexion permanente pour justement réfléchir comment on fait de nouveaux formats, très éloigné de ce qu'on a l'habitude de faire, comment on se forme aussi en interne. Nos collègues qui ont tous fait de la radio et de la télé avant ont dû apprendre plein de nouvelles compétences pour réussir à raconter les choses différemment sur les réseaux sociaux, puisqu'on ne peut pas juste prendre un reportage télé ou un reportage radio et le mettre sur les réseaux sociaux. C'est des codes complètement différents, des formats complètement différents. Et aussi, on doit s'adapter aux réalités des réseaux sociaux, tout le temps les nouvelles tendances, toutes les infos qu'on reçoit aussi, ça complique aussi forcément le travail de journaliste. Et toutes les infos qui viennent de partout, parce qu'il y a une partie qui sont vraies, une partie qui sont en partie vraies. On doit apprendre à faire la part des choses, à sourcer, à remonter la filière de l'information. Mais via les réseaux sociaux, c'est super compliqué parce qu'il y a tellement d'infos, on est tout le temps tellement noyé d'infos différentes, donc c'est vraiment difficile de s'y retrouver à ce niveau-là. C'est un challenge au quotidien. Comment vous faites pour pas vous impliquer émotionnellement dans certains événements à couvrir ? Parce que parfois ça peut vraiment porter sur des sujets où l'avis va beaucoup compter sur ce qu'on va en penser, sur des sujets médiatiques, sur des votes, sur tout ce genre de choses. Comment vous faites pour pouvoir neutraliser les informations que vous donnez en fait, globalement ? Donc ça c'est super difficile, c'est un métier où il y a beaucoup de burn-out, beaucoup d'épuisement, au-delà du fait que c'est tout le temps, ça ne s'arrête jamais en fait. Hier, je me disais, allez, je vais regarder un petit film au soir et en fait, il y a l'info qui tombe disant que Pierre Palmade, la condamnation. Donc du coup, là, j'ai rallumé mon ordi, on a vite fait une photo pour pouvoir être présent sur les réseaux sociaux parce que il y a aussi cette notion de réactivité qui est hyper importante, où en radio et en télé, ce sont des heures fixes de rendez-vous. Nous, sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps. La place est tout le temps libre pour nous, donc émotionnellement, ça prend aussi beaucoup de place. Après, sur des événements en particulier, il y en a eu beaucoup ces derniers temps.
Comment on fait la part des choses, c'est difficile. Après, chaque média a une réunion d'équipe le matin. Donc on n'est jamais seul face à une actu, face à une info, ni sur la manière de le traiter. Donc on va toujours en parler en équipe. Et donc des fois, sur la manière de traiter certains sujets, où on pourrait peut-être y mettre un peu d'émotionnel, là c'est peut-être aussi mon rôle en tant que responsable d'équipe de dire on va traiter ce sujet-là, mais on va essayer de prendre le recul maximum pour être vraiment dans les faits et ne pas justement laisser passer le côté émotionnel. La clé c'est vraiment, et c'est la base du métier, c'est le factuel. Alors il y a des formes de journalisme qui sont du journalisme engagé, du journalisme militant, il y a des cartes blanches, mais ça c'est clairement pas ce que nous on fait. Nous on est dans les faits. Et donc, quand on est sur des sujets très compliqués, on essaie vraiment de ramener encore plus que d'habitude aux faits et de ne pas y mettre d'émotionnel. Mais ça n'empêche que sur le côté, on en parle entre nous, on est mal, on s'énerve, enfin voilà. C'était quoi votre enquête la plus longue en termes de montage, de recherche ? Donc moi, j'ai pas été sur des grandes enquêtes parce que moi, j'ai surtout fait de l'info locale via TLMB, via la radio. Puis maintenant, comme je suis responsable d'équipe depuis 2-3 ans, mon projet le plus long, c'est la survie de l'équipe et le maintien et l'organisation de l'équipe. Comme ça, j'ai rien qui me vient en tête vraiment en termes d'enquête. J'ai travaillé aussi pour le magazine Investigation, mais j'aidais à la bonne mise en place des enquêtes. J'étais pas moi directement dans une enquête. C'est quoi votre plus belle expérience en tant que journaliste ? J'ai pas grand-chose qui me revient en tête comme ça. Moi, ce que j'aimais beaucoup quand j'étais vraiment journaliste de terrain, c'était le contact avec les gens. Il n'y a pas un exemple qui me vient en tête. J'ai interviewé des artistes. Moi, j'ai pas mal travaillé pour The Voice aussi, pour Viva for Life. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, j'ai interviewé beaucoup d'artistes. Mais même dans ces artistes, c'est pas les rencontres que moi, je préférais faire. C'était vraiment aller rencontrer les gens de Mons, les gens de Beaudour, les gens de la région pour découvrir un peu leur réalité, les écouter parce que ce sont des personnes qui sont pas tout le temps entendues, qui sont pas souvent écoutées. Donc, en tout cas, moi, dans mon métier, il y a des journalistes qui sont spécialisés dans les interviews d'artistes. Moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment apprécié, même si c'est toujours sympa de se dire on a passé 1 heure d'interview avec Vita, Slimane, avec Patrick Bruel, Soprano, j'en ai vu pas mal. Mais c'est des gens super sympas, intéressants, mais on les entend partout. Moi, c'est pas là que je vois l'intérêt du métier de journaliste. C'est vraiment plutôt aller chercher des infos, rencontrer des gens qu'on n'a pas entendus ailleurs et qui ont vraiment quelque chose à raconter. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, dans la rue ou quoi, fait des interviews ? Est-ce que vous avez déjà eu pas mal de refus ? Les micro-trottoirs, c'est ce que les journalistes détestent le plus faire. Aller comme ça à la pêche, dans la rue, tendre le micro et se retrouver souvent face à des gens qui ne veulent pas te répondre en fait. De nouveau, ça fait longtemps que j'ai plus été moi faire de micro-trottoirs, mais on essaie déjà de plus en plus de s'éloigner de ça et d'aller vraiment chercher des gens qui ont envie de raconter quelque chose, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que quand tu vas dans la rue, les gens ils se demandent un peu ce que t'es, ce que tu leur veux. Ils n'ont pas forcément un avis éclairé sur la question. Moi, j'aimerais pas qu'on vienne dans la rue me demander mon avis sur tel ou tel truc. Mais donc oui, ça arrive souvent des refus. Ça arrive assez souvent. Ça, par contre, je me souviens d'une fois, à Tournai, ils aiment pas trop les médias. Et donc je me souviens d'avoir passé 2 heures dans les rues de Tournai et essayer de trouver des gens qui voulaient bien répondre et ils disaient non. Sauf si tu disais que t'étais No Télé, qui est la télé locale de là-bas. Ça, ils aiment bien No Télé à Tournai. Et puis je pense, juste pour compléter, ça doit être encore plus fort maintenant parce qu'il y a une méfiance des médias qui est de plus en plus forte parmi la population. Et donc je pense que les micro-trottoirs, ça doit être encore moins facile maintenant que quand j'ai pu en faire. J'aimerais vous demander si vous êtes déjà tombé sur une fausse information qui vous paraissait tellement vraie et tellement bien organisée que vous avez pensé que c'était une vraie information. Alors là, j'ai 2 trucs qui me viennent en tête. Je me souviens d'avoir fait un sujet sur un monsieur qui avait un projet ici à Glun de construire un grand village pour les seniors. Et ce village n'a toujours pas vu le jour. Donc je me demande encore aujourd'hui si ce monsieur était vraiment sérieux, s'il avait vraiment l'intention de le faire ou si à un moment donné c'était du bidon et qu'il a embarqué tout le monde dans son histoire. Il y a eu plein de sujets partout, dans tous les médias. Son projet était vraiment chouette. Mais finalement, il n'a jamais vu le jour puisque je passe tous les jours devant. Mes parents habitent tout près. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, c'était quoi ? C'était vraiment du bidon, peut-être, cette histoire. Et ce monsieur avait tellement un bagou, tellement montré, expliqué. Il avait des papiers pour montrer la véracité de son projet. Il y a même encore les panneaux, d'ailleurs. Donc ça, c'est difficile de faire la part des choses. Après, nous, on a fait le sujet. On explique l'intention du monsieur. Si il ne le fait pas, au final, notre travail s'arrête là. Par contre, sur les réseaux sociaux, on en reçoit tous les jours des vidéos qui semblent vraies, qui ne le sont pas en fait. On est quotidiennement interpellés aussi par des gens qui nous disent « Tiens, pourquoi vous ne parlez pas de telle actualité ?» Pourtant, on le voit partout sur les réseaux.
Et en fait, c'est pas parce qu'on le voit partout sur les réseaux que c'est vrai. Il y a plein de façons de vérifier et juste le voir sur les réseaux et parce que 1000 personnes le relaient, ça veut pas dire que c'est vrai. Et là, par contre, c'est assez récent, donc je m'en souviens. Le 7 octobre, quand vraiment ça a éclaté entre Gaza et Israël, on reçoit quotidiennement des gens qui nous interpellent sur la manière dont on traite cette info-là, pourquoi on dit pas ça, pourquoi on dit ceci. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est à la fois insulté par des gens qui sont plutôt pro-Israël et à la fois insulté par des gens qui sont plutôt pro-Palestine. Donc quelque part, moi, ça me rassure parce que je me dis qu'on est certainement alors dans notre manière de traiter l'info dans un équilibre entre les deux. Mais il y avait un monsieur qui tous les jours nous disait « Oui, pourquoi vous parlez pas de ça? C'est vraiment dégueulasse. » Enfin, voilà, je vous évite les insultes. Et il nous disait « Et les bébés décapités à tel endroit, pourquoi vous en parlez pas? On le voit partout sur les réseaux. » Et donc à ce moment-là, j'avais pris le temps de lui répondre, de dire qu'en fait cette info n'était pas du tout vérifiée, qu'effectivement on en avait entendu parler, on avait aussi reçu ces images, et on ne pouvait pas prouver d'où elles venaient, si ça s'était réellement passé, qu'il n'y avait pas de preuves sur place. Et ce monsieur, ça c'est assez rare, quelques jours plus tard, nous a réécrit en disant « Je voudrais vraiment m'excuser, en fait vous avez raison, les images que j'avais vues, elles étaient fausses. Maintenant, je vais écouter plus que vous, parce qu'au moins ici, je suis sûre que les infos qui vont être véhiculées et transmises sont les bonnes infos. » Et c'est super dur, en fait, de se retrouver au milieu de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Voilà, on essaie de faire de notre mieux. Est-ce que on vous a déjà confié un sujet à couvrir et où ça vous a posé une colle et vous n'arriviez pas à écrire quelque chose dessus et où vous étiez perdu? Je réfléchis, mais je vois pas, non. Je pense qu'il y a toujours moyen de raconter. Alors des fois, on se retrouve face à des situations où effectivement, ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Où on s'est dit, on va faire le sujet de telle façon. Et puis en fait, ce qu'on découvre en creusant, en recoupant les informations, en cherchant un peu plus, c'est pas ça. Mais du coup, ça se raconte aussi. Et ça, c'est un travail aussi de plus en plus important maintenant, d'être à fond dans de la transparence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire sur les réseaux sociaux, peut-être encore plus que sur les autres médias. C'est de vraiment essayer d'expliquer comment on travaille. Et donc, par exemple, si on attendait qu'on fasse un sujet sur quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à le faire de cette façon-là, de pouvoir expliquer. En fait, je suis partie avec l'idée de faire tel et tel sujet, de trouver telle info, mais en fait, c'est pas du tout ça que j'ai trouvé sur le terrain. Ce que les gens m'ont raconté, c'est plutôt ça. Je pense qu'il y a toujours moyen de raconter l'histoire, même si c'est pas ce à quoi on s'attendait. Quels sont les principaux défis auxquels le journalisme est confronté aujourd'hui, notamment à cause de la montée des fake news? Il y a énormément d'infos qui circulent. Avant, les médias étaient finalement les seuls à délivrer des infos. Maintenant, tout le monde peut délivrer une info. Vous, avec votre téléphone, vous pouvez publier quelque chose sur les réseaux sociaux et que ce soit relayé, que ce soit partagé et que ça devienne une info, en fait. Les infos, elles peuvent venir de n'importe où. Et donc, c'est difficile en tant que média, déjà, de remonter la source, d'être sûr de l'info qu'on reçoit. On en reçoit énormément. Donc faire le tri aussi, le choix éditorial entre toutes les infos qu'on reçoit, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc à un moment donné, on doit faire des choix. Ça, c'est aussi des choses qu'on nous reproche. Tiens, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça et pourquoi vous avez parlé de ça? Et puis la difficulté par rapport à ces fake news, c'est un peu ce que je disais avant, c'est qu'en fait, et ça c'est aussi lié aux réseaux sociaux, on est confronté à la critique, c'est super constructif. Moi, je me nourris à fond de tous les commentaires, on les lit, on y répond, on essaie vraiment de les prendre en considération. Mais par contre, du coup, on est souvent aussi attaqué par des gens qui vont nous dire « c'est pas vrai ce que vous dites ». Mais en fait, si, c'est vrai ce qu'on dit. Mais c'est peut-être l'autre info qui est pas correcte ou pas exprimée correctement. Mais du coup, on est tout le temps attaqué, toujours remis en question aussi dans notre manière de travailler. Du coup, ça nous demande aussi beaucoup de temps, d'énergie, qui n'est plus du travail d'information au final. Il y a une méfiance encore plus grande vis-à-vis des médias qui n'est pas évidente à gérer. Sur les réseaux, avec les influenceurs solo, c'est plus une entraide ou une concurrence entre eux? On va souvent se comparer. Il n'y a pas d'entraide. A priori, on a quelques influenceurs qui travaillent avec la RTBF. Après, nous, du côté d'RTBF Info, on a fait le choix de ne pas faire de collaboration avec des influenceurs parce que c'est une proposition à part entière. Pour moi, ce sont des choses qui peuvent vraiment coexister. Et c'est super intéressant d'avoir des Hugo Décrypte. Et justement, ça vous permet à vous, en tant que consommateur d'infos, de pouvoir comparer et de se dire, tiens, et Hugo Décrypte, et un autre que je suis, et la RTBF en parle. Donc, c'est certainement une vraie info. Moi, je ne me sens pas en concurrence avec les influenceurs parce que finalement, on fait des choses différentes. C'est normal, je pense, dans notre monde actuel, de suivre quelqu'un parce qu'on a confiance en lui et qu'il incarne ça. À l'RTBF, forcément, nous, on ne fonctionne pas comme ça. On essaie d'être le plus neutre possible. C'est pas le même type d'info.
Donc on va y mettre moins d'affect, moins d'émotionnel, moins de la personne. C'est une volonté d'être vraiment le plus neutre possible. Et du coup, on observe beaucoup ce que font les influenceurs, ce que font les autres médias. Régulièrement, moi je vois des influenceurs qui reprennent aussi des contenus de médias plus traditionnels. Il n'y a pas d'entraide ni de concurrence, c'est juste on coexiste et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste? Est-ce qu'il y a une raison ou c'est juste comme ça? C'est une idée que j'ai eue assez jeune en fait. Mais je me souviens en 6e primaire que notre prof nous avait fait prendre un journal, devoir le résumer et puis devoir venir le présenter devant la classe. Et c'est vraiment un exercice qui m'avait marqué à ce moment-là, d'essayer de comprendre l'information et de la résumer et de la retransmettre. Et donc en fait c'est une idée qui m'a pas quittée tout au long de mes études. Et puis à la fin de mes études je me suis dit de toute façon si je me lance en info et com, même si c'est pas pour le journalisme au final, c'est quand même des voies qui ouvrent plein de portes, donc je suis sûre que ça me conviendra. Puis je suis restée sur cette idée. Et moi, c'est vraiment le contact avec les gens, c'est de rencontrer des gens. Là, maintenant, moi, je suis vraiment dans une autre partie de ma carrière, puisque je dirige une équipe. Et donc, c'est toute une série d'autres décisions éditoriales, de gestion d'équipe, de nouveaux formats, de projets, comment on fait évoluer les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Je suis moins dans l'opérationnel et le terrain. Mais pendant très longtemps, c'était vraiment ce contact avec les gens, c'était aller rencontrer les gens et aller à des endroits où j'aurais jamais été si j'avais pas fait ce métier. Je me suis retrouvée à l'OTAN, par exemple, dans des endroits hyper secrets où en fait qui sont interdits de visite au public parce que c'était l'inauguration, qu'ils invitaient les journalistes. J'ai vu les salles spéciales où il y avait tous les ordinateurs pour les opérations spéciales. Je me suis aussi retrouvée dans un souterrain de la collégiale Sainte-Vaudrue. Je me suis retrouvée en haut de l'hôtel de ville où il y a l'horloge ici à Mons pour pouvoir voir le doudou. Enfin voilà, il y a plein d'endroits auxquels on n'a pas accès normalement, que j'ai pu découvrir et des gens que j'ai pu rencontrer grâce à ce métier. Et maintenant, c'est vraiment ce côté d'informer, de donner l'information accessible, la plus juste, la plus neutre possible au milieu de tout ce tumulte de l'actualité. Quels défis rencontrez-vous dans votre métier? Pour amener un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est le côté remise en question permanente et qui est encore plus présent, je pense, sur les réseaux sociaux parce que justement, il y a plein d'influenceurs à côté qui innovent tout le temps, qui font plein de nouveaux chouettes formats, qui ont des millions d'abonnés. Parce qu'il y a plein d'infos qui arrivent tout le temps, on doit vraiment toujours se remettre en question sur la manière dont nous on fait notre info, sur les formats qu'on va utiliser, mais aussi sur nos compétences. Moi, en 10 ans, je pense que j'ai fait une dizaine de métiers différents, rien qu'au sein de la RTBF, parce que les médias, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre. À la RTBF, moi, j'ai commencé en tant que journaliste radio, et maintenant, je suis dans une équipe de réseaux sociaux, et entre-temps, j'ai appris à filmer, à monter moi-même, à raconter des histoires de manière complètement différente. Enfin voilà, il y a ce défi-là qui est le défi de se renouveler en permanence, qui est vraiment très important. Et donc maintenant, on se retrouve à essayer d'apprendre à des collègues qui ont déjà 30 ans de métier et qui ont toujours fait de la télé, bien un peu dans l'équipe réseaux sociaux, mais c'est pas évident de se remettre en question comme ça, avec des codes qu'on maîtrise pas forcément en plus. Est-ce qu'à cause de tous les défis que vous avez pu rencontrer sur votre chemin, ça vous a fait un peu douter de ce que vous voulez faire et que vous avez voulu changer entre-temps? Tous les jours. De nouveau, on se remet tout le temps en question, mais du coup, on se pose beaucoup de questions aussi. Déjà, rien que le monde qui nous entoure, toutes les actions, on parlait du côté émotionnel tout à l'heure, à un moment donné, c'est sûr que ça pèse et qu'il faut pouvoir prendre du recul. Ici, encore il n'y a pas tellement longtemps, j'avais une discussion avec notre responsable des ressources humaines et je lui disais, je trouve que ce serait sain dans notre métier d'avoir régulièrement des pauses carrières, en fait, pour justement pouvoir prendre du recul, se reconcentrer sur sa vie personnelle, sa vie privée, ne plus être dans l'actualité, aussi face aux commentaires tout le temps. Moi, par exemple, ce qui me pèse beaucoup, c'est de voir justement tous les commentaires qu'on reçoit, des gens qui nous insultent parce qu'on a fait telle info de telle façon et pas de telle façon. Alors que moi, parce que je vois le fonctionnement de l'équipe, je sais les questions qu'on s'est posées, qu'on est hyper droit dans nos bottes, qu'on a fait les choses de la manière la plus neutre possible. Par contre, la manière dont les gens les reçoivent et les interprètent parce que eux sont dans un autre mode de fonctionnement et un autre schéma de pensée, ça, on n'en est pas responsable. Et c'est quand même important d'entendre comment nos infos sont perçues, parce que sinon, on a raté notre objectif aussi. Donc c'est vraiment un casse-tête qui, moi, me pèse beaucoup, de me dire comment on arrive à réussir à transmettre une info sans qu'elle soit interprétée, déformée, mais bon, voilà. Vous pensez quoi de l'avenir du journalisme ? Je pense que l'avenir du journalisme, il est dans ce qu'on est déjà en train de faire maintenant. On est tout le temps obligé de se remettre en question,
Je reviens avec cette notion de transparence. Au niveau des médias, au niveau européen et même au niveau mondial, on est vraiment en train d'essayer de se poser la question de comment sourcer au mieux les images qu'on reçoit. Donc il y a des grandes entreprises qui sont en train de travailler sur le fait de quand vous verrez une image sur les réseaux sociaux, vous aurez un petit logo, un petit i comme information sur lequel vous pourrez cliquer. Et là, vous pourrez voir d'où vient l'image, quand est-ce qu'elle a été prise la première fois, par qui, comment elle a été retravaillée après. Donc je crois vraiment que nous, notre prochain défi, c'est de travailler sur ça, la transparence, qu'on puisse expliquer comment on fait l'information. Par exemple, quelque chose qui nous a été souvent reproché, c'était pourquoi on n'employait pas le terme de génocide pour ce qui se passe à Gaza. Ce n'est pas notre point de vue personnel de ne pas l'employer ou pas. C'est juste que le terme génocide, c'est un mot juridique qui a toute une appellation derrière. Et ce n'est pas à nous, en tant que RTBF, médias, de juger si ce qui se passe à Gaza est un génocide d'après les termes juridiques. Nous, on n'est pas sur place, on ne sait pas ce qui s'y passe, on reçoit seulement les infos aussi qu'on voit d'ailleurs. Et donc, par exemple, on a fait des vidéos pour expliquer pourquoi nous, on n'utilisait pas ce terme. Ça ne traduisait pas notre façon de penser, mais c'est le terme juridique qui doit être reconnu par une instance qui n'est pas la nôtre. Voilà, vraiment pour moi l'avenir, c'est être le plus transparent possible pour que vous puissiez avoir confiance en fait et que vous compreniez pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Est-ce que vous pensez que l'IA pourrait vous remplacer un jour, remplacer les journalistes ? C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de l'IA, tiens. Ça c'est un gros défi aussi. Ça fait partie des fake news aussi. Le problème c'est que l'IA, comme pour tout, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc on est en train aussi d'analyser à l'RTBF comment l'IA peut nous aider dans notre travail. On est en train de mettre toute une série de choses en place, de faire des tests. Par exemple, on a utilisé l'intelligence artificielle sur les élections pour tous les premiers résultats qui sortaient. Donc on a paramétré l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous sortir les premiers textes avec vraiment les chiffres. Mais de nouveau, c'est du pur factuel. Donc je pense vraiment que l'IA peut nous aider dans notre métier de journaliste pour nous décharger d'une série de tâches qui sont vraiment plus opérationnelles, factuelles. Mais par contre, pour aller enquêter, pour aller chercher des infos, pour dénicher le vrai du faux, ça, je pense que heureusement, le métier de journaliste est encore hyper important. Le fait d'avoir un humain derrière, parce qu'il y a plein de dérives aussi avec l'IA qui sont déjà en train d'être vues. On peut paramétrer aussi comme on veut l'IA, donc je ne pense pas que ce soit une intelligence en laquelle on pourra avoir confiance non plus à l'avenir. Donc on doit pouvoir la comprendre, pouvoir l'utiliser et pas se substituer complètement au métier de journaliste, ça non. C'est un danger aussi. Et il y a beaucoup d'images générées par l'intelligence artificielle qui se retrouvent sur les réseaux, mais qu'on ne sait pas toujours bien distinguer si c'est vrai. Et comme elle est de plus en plus performante, c'est aussi un vrai danger pour les fake news de l'intelligence artificielle. J'aimerais vous demander si ça vous est déjà arrivé de tourner une information à votre avantage. Par exemple, bon c'est un mauvais exemple car du coup c'est une fake news, mais quand des influenceurs créent une information qui les avantage eux. Je pense que c'est ça qui nous différencie des influenceurs justement, c'est que nous on n'a rien à y gagner à faire une information à notre avantage. Donc non, ça fait partie de la neutralité. Quand on fait des erreurs aussi, pour moi c'est hyper important de pouvoir l'expliquer, de pas juste camoufler l'erreur, retirer la publication. C'est de nouveau dans cette notion de transparence. Si on fait des infos qui sont à notre avantage, je pense que maintenant, dans le monde actuel, personne n'est dupe. Tout le monde va capter, ils l'ont fait de cette façon-là parce que ça les met en avant. Et par contre, ça nous arrive à l'inverse, tu vois, de faire des erreurs. Mais là, alors, au lieu de dépublier, de faire semblant de rien, de le masquer, on le note bien, on s'excuse si c'est une erreur qui nécessite une excuse. Et donc, on va jamais rien tourner à notre avantage, non. Quand je voulais parler de ça, je pensais plus à une guerre, comme par exemple, il y a un des deux pays qui est en train de prendre l'avantage sur l'autre, mais vous allez masquer ça pour éviter de vous attirer les fureurs de ceux qui... Ben non, en fait, en plus, comme on est soumis au regard de tout le monde, on a, dans un conflit, sur les réseaux sociaux, il y a les deux parties. Donc on essaie d'être le plus factuel possible pour qu'on ne puisse être attaqué ni d'un côté ni de l'autre. Donc nous, on va attendre les faits. Et peu importe de quel côté ça vient, on va expliquer ce qui se passe. Ça, c'est notre job, vraiment, de raconter ce qui se passe dans le monde. Nous, on n'a aucun intérêt à montrer d'un côté ou de l'autre. On va essayer de montrer ce qui se passe de manière très neutre et très factuelle. Et par exemple, dans le conflit Ukraine-Russie, on a quand même eu l'impression, mais c'est peut-être un ressenti, que les médias de chez nous étaient plutôt pro-ukrainiens que pro-russes.
Est-ce que c'est parce qu'on se considère comme dans l'OTAN ou est-ce que c'est parce qu'il y a une réelle menace, parce qu'on sent le despote derrière le dirigeant ou est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a eu un ressenti de pas neutre alors que ça l'était? Alors déjà, je pense que la plupart des infos qui nous arrivent sont celles qui viennent plutôt du côté ukrainien. Qu'on a très peu d'infos sur la manière dont ça se passe en Russie parce qu'en fait, on ne peut plus maintenant traverser la frontière. Donc il y a tout cet aspect-là aussi, c'est que forcément, notre prisme, il est européen, il est plutôt avec des infos qui nous viennent de première main d'Ukraine parce que ça, par contre, on a envoyé régulièrement des journalistes, des envoyés spéciaux sur place. Ce qui n'est pas possible en Russie. Il n'y a pas de contact avec la Russie. Donc forcément, inévitablement, le prisme, il est européen, mais ça, c'est important de pouvoir l'expliquer aussi. On est un média, on est en Belgique, on est en Europe, comme la manière dont on traite l'actualité aux États-Unis n'est pas du tout la même façon que les médias américains vont traiter les élections. Ça, c'est sûr que vous venez chercher une info qui se trouve en Belgique avec un prisme qui est belge. Et ça, il faut en avoir conscience, évidemment. Mais c'est transparent, normalement, en fonction des médias que vous consultez. Merci pour vos questions.